Le bureau. La séance est reprise. Honorables sénateurs et chers collègues, bonsoir à tous. Bonsoir. Le Sénat a reçu un nouveau projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Nous devons inscrire ce projet de loi à notre ordre du jour avant de pouvoir l'examiner. Qui sont pour cette inscription? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce projet de loi est inscrit à l'ordre du jour. À cet ordre du jour va s'ajouter aussi le rapport de ma mission effectuée dernièrement à Genève, en Suisse. Ainsi, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 2. Présentation du rapport de la mission du président du Sénat effectué à Genève, en Suisse. 3. Poursuite de la mise en place des commissions permanentes. Et avant d'y arriver, nous allons adopter le procès verbal de la dernière séance. Je demande à l'honorable rapporteur d'en donner lecture. « 2024. De la reprise. La séance est reprise ce mardi 8 octobre 2024 à 15h22 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 sont présents. Du déroulement des travaux. L'Assemblée plénière inscrit à l'ordre du jour un deuxième et un troisième point relatifs respectivement à l'examen d'un nouveau projet de loi et à la présentation d'un rapport de mission. Elle adopte ensuite le procès verbal de la dernière séance. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo.
La rapporteure donne lecture de la correspondance du président de la République adressée au président des deux chambres du Parlement, sollicitant une nouvelle prorogation de l'état des sièges. M. Jacquemin Chabani Louko Bihango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, présente l'économie de ce projet de loi. À l'issue de son exposé, les sénateurs expriment notamment les préoccupations suivantes. La publication éventuelle des statistiques relatives aux dossiers judiciaires traités en rapport avec l'état de siège après la levée du moratoire sur la peine de mort. Le caractère improductif des mécanismes de négociation avec les pays agresseurs. La nécessité d'engager des négociations directes avec les grandes puissances, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, soupçonnés de parrainage de pays agresseurs. La période de la dernière opération militaire en Ituri. Après les réponses du membre du gouvernement, l'Assemblée plénière procède à l'examen, article par article, du projet de loi et adopte sans amendement l'intitulé, les 3 articles ainsi que l'exposé des motifs. Sur 75 membres qui prennent part au vote de l'ensemble du texte de loi, 72 votent oui, 2 non et 1 abstention. Voté en des termes identiques par les deux chambres, ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Poursuite de la mise en place des groupes provinciaux, groupes politiques et commissions permanentes. A. Les groupes provinciaux. Les groupes provinciaux sont constitués selon le tableau que vous voyez. Je veux vous en faire dispense. Il en est de même des groupes politiques. L'Assemblée plénière prend acte de la composition des groupes provinciaux et groupes politiques. Le président annonce un autre groupe politique en gestation. Des commissions permanentes. À ce sujet, la rapporteure communique le nombre des membres enregistrés à chaque commission permanente suivant les différents choix exprimés par les sénateurs. Il en ressort une grande disparité et un déséquilibre numérique. Ainsi, se référant à l'article 47 du règlement intérieur, le président indique que le bureau va exercer son arbitrage pour parvenir à une composition équilibrée des commissions permanentes et annonce que les listes des membres des différentes commissions permanentes seront communiquées par voie électronique après consultation des différents groupes provinciaux et politiques. Présentation du rapport de la mission effectuée par le président du Sénat. En application des dispositions de l'article 35 du règlement intérieur, le président présente le rapport de sa mission effectuée du 26 au 27 septembre 2024 à Malabo, en Guinée équatoriale. Sur ce, il suspend la séance et invite les sénateurs à demeurer en place pour un huis clos. Il est 17h04, fait à Kinshasa, le 8 octobre 2024, la rapporteure, le président. Merci, Madame la rapporteure. Madame la sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 3. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations à faire sur ce procès verbal de les adresser par écrit en déant 48 heures à l'honorable rapporteur. Nous allons donc, sous réserve de vos observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Le procès verbal numéro 3 est adopté. Honorables sénateurs et chers collègues,
En rapport avec les séances plénières, je voudrais relever que, conformément à l'article 252 du règlement intérieur, les noms des sénateurs absents seront désormais insérés au procès-verbaux. Les collègues devant s'absenter aux séances plénières devront se conformer aux dispositions de l'article 253 que je cite. Tout sénateur qui a une raison de s'absenter aux séances plénières informe le bureau qui lui délivre une autorisation d'absence dans les 48 heures du dépôt de la demande. En déant 7 jours, si le bureau ne répond pas à l'autorisation, celle-ci est censée avoir été accordée. Fin de citation. À présent, nous abordons l'examen du projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la correspondance du président de la République sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège. Aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, présidents du Sénat, tous à Kinshasa Lingwala, avec copie transmise pour information à Madame la Première ministre, chef du gouvernement à Kinshasa Gombe, concerne autorisation de la prorogation de l'état des sièges. Honorable président, par la présente, j'ai l'avantage d'approcher les deux chambres du Parlement pour solliciter conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger l'état de siège proclamé par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il convient de rappeler que l'instauration de ce régime exceptionnel était commandée par l'ultime besoin de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et singulièrement dans les deux provinces précitées, exposées depuis plus de 2 décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux et étrangers, occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et des déplacements massifs des populations, des pillages des ressources et autres maux insupportables. Afin d'être en adéquation avec les dispositions de l'article sus-évoqué de la Constitution et continuer à produire ses effets, l'état de siège est, à partir de son instauration, prorogé tous les 15 jours sur autorisation de l'Assemblée nationale et le Sénat, saisi par ma plume sur décision du Conseil des ministres. La prorogation en cours, autorisée par la loi numéro 24/003 du 8 octobre 2024, devant expirer le 23 octobre 2024, et face à la nécessité de cristalliser les acquis des opérations militaires déjà réalisées et de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre la mission de pacifier les différentes agglomérations des deux provinces concernées, dans lesquelles des forces négatives telles que le terroriste M23 sont encore présentes, le gouvernement a, lors de sa 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres de ce vendredi 18 octobre 2024, levé l'option que je saisisse le Parlement pour solliciter l'autorisation de proroger l'état de siège. Au vu de tout ce qui précède, je demande donc aux deux chambres de notre Parlement d'autoriser la prorogation de l'état des sièges et par la même occasion, j'invite Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui me lie en copie, de faire diligence pour vous transmettre le projet de loi y consécutif. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Faite à Kinshasa, le 18 octobre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, honorable rapporteur.
Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la correspondance de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Je signale que ce projet de loi nous est transmis par l'Assemblée nationale après l'avoir voté. Nous allons l'examiner sur base de l'article 130 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté par Monsieur le vice-ministre de la Justice, M. Bemba Kabouya Samuel. Je demande au service de l'introduire au sein de l'hémicycle. Nous souhaitons la bienvenue en cet hémicycle au vice-ministre de la Justice, M. Bemba Kabouya Samuel. Monsieur le vice-ministre, je vous accorde la parole pour présenter l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau du Sénat, honorable sénateur, sage de la République, c'est un honneur pour moi de me présenter à nouveau devant votre chambre des sages pour présenter en vue de son adoption le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie
du territoire national de notre pays, la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion tenue le vendredi 18 novembre 2024. En effet, depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme de groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a, par son ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que les objectifs recherchés par l'instauration de ce régime n'est pas, à ce jour, encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, à défaut d'une loi d'habilitation du gouvernement, se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, sages de la République, l'état de siège est une affaire de nous tous et nous préoccupe tous. Lors de mon dernier passage, vous avez fait état des observations, questions et suggestions multiples et des problèmes entourant l'état de siège et sur la nécessité de la redynamisation du cadre de discussion et d'évaluation qui existe déjà entre les différentes institutions de la République. Soyez encore une fois rassurés que cet exercice se fera en toute responsabilité, comme vous le souhaitez, au moment opportun, dans le cadre de concertations appropriées au sein de votre chambre des sages et du fonctionnement normal de toutes les institutions de la République. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion
et attaques multiples de la coalition terroriste M23, RDF et AFC et d'autres groupes négatifs. Le projet de loi que je soumets en ce jour à votre chambre des sages comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une période de 15 jours qui prend cours le 24 octobre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation de toute disposition antérieure contraire. Le troisième et dernier article est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est l'économie du présent projet de loi. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, sages de la République, je vous remercie. Merci, Monsieur le vice-ministre. Vous pouvez retourner à votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Je vais juste le manifester pour ceux qui veulent intervenir en levant la main. Honorable Linguepo. Honorable Linguepo, oui. Honorable Kasereka. Merci. Honorable Linguepo, vous avez la parole. Merci de la parole, Monsieur le Président. En suivant le vice-ministre de la Justice, il nous a dit que l'état des sièges est une affaire qui nous concerne nous tous et nous préoccupe tous. Donc, c'est une préoccupation pour nous tous. Il est venu solliciter la prolongation de l'état des sièges. Les 15 jours que nous allons lui accorder, c'est pour aller faire face à l'ennemi ou pour aller discuter avec l'ennemi sur la question de cesser les faits sur le terrain, qui nous le disent. Parce que c'est une affaire de nous tous. On ne peut pas nous présenter un aspect de la situation et nous a caché un autre aspect. Il faut qu'ils nous le disent. Les 15 jours à question, c'est pour discuter avec l'ennemi sur le cessez-le-feu et conclure les accords de traité de paix avec l'ennemi ou pour aller bouter l'ennemi en dehors du territoire national. Monsieur le Président, pourquoi je pose cette question? Et là, je voudrais attirer votre attention. Nous étions au courant, comme nous avions suivi tous, par la voie des médias, que le gouvernement a signé les accords de paix avec le Rwanda. Monsieur le Président, l'une des causes que nous sommes en train de subir des atrocités, c'est parce qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été négociés par le gouvernement passé, notamment l'accord de l'Émirat, CNDP, l'accord avec les CNDP de Moutebouzi et Kounda-Batouaré, et qui nous a donné la naissance au M23 que nous sommes en train de faire face maintenant. Donc, si le gouvernement prend les engagements avec l'adversaire, nous devons quand même être au courant de ça. Et cela est conforme à l'article 213 et 214 de notre Constitution. C'est-à-dire que lorsque l'accord non soumis à la ratification conclu par le gouvernement, nous devons être informés. Il est anormal que nous soyons informés par la voie des médias que notre gouvernement a signé l'accord avec l'ennemi. Et quand on vient nous présenter la situation de l'état des sièges, on ne le présente pas.
Ce n'est pas de cette manière-là que les institutions de la République, qui sont appelées à cohabiter, à travailler ensemble pour défendre la République, de travailler. Bon, ça dépasse mon entendement. C'est pourquoi, parce que par le passé, nous avions connu ce genre de désaccords qui nous ramènent des problèmes aujourd'hui. Vous, le membre du bureau qui gère notre chambre, vous devez être regardant sur ce point. Donc, il y a lieu que le Premier ministre, qui a représenté bien évidemment le gouvernement dans ces négociations et qui est redevable vis-à-vis de la Chambre des sages, qu'elle vienne nous expliquer la nature des accords qu'il a conclus avec l'ennemi pour que demain on ne nous dise pas que voilà, vous avez mal négocié les accords et ça cause le préjudice à la République et tout le monde en paye les prix. Donc nous pouvons, parce que l'évaluation c'est une boîte à Pandore qu'on ne nous demande pas d'ouvrir, mais quand même pour les accords conclus avec l'ennemi, on peut organiser une séance à huis clos fermé pour en discuter, en savoir la nature des accords, les avantages et les désavantages. Si nous avons les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement, nous pouvons les faire. Donc voilà, moi je propose à ce que la Première ministre puisse venir, même la semaine prochaine, nous expliquer par une plénière à huis clos. Troisièmement, Monsieur le Président, dans les accords signés par notre gouvernement, il semble que le gouvernement a pris l'engagement de neutraliser les FDLR. Mais moi, je ne sais pas si je réfléchis bien ou je ne comprends pas les choses de la même manière que les autres. La neutralisation des FDLR, c'est une affaire non seulement de l'État congolais, mais aussi c'est une affaire de la communauté internationale. C'est elle qui nous avait demandé d'ouvrir nos frontières et de recevoir ces gens-là chez nous. Alors, les gens-là sont venus chez nous parce que nous étions hospitaliers. Maintenant, là, s'il s'agit de les neutraliser, on nous dit non, vous, les Congo, vous devez les neutraliser. Mais c'est une affaire commune, c'est une responsabilité commune. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis nous avaient épousé. D'ailleurs, Léon Kengo est vivant. Vous pouvez vous référer auprès de lui, il vous dira plus. Comment nous pouvons nous prendre la responsabilité, celle de neutraliser les FDLR, ou c'est la communauté internationale qui nous avait demandé de les recevoir chez nous? Moi, je trouve que c'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre, Monsieur le Président. Deuxièmement, sur la neutralisation des FDLR, le gouvernement a pris cet engagement-là pour les territoires qu'il occupe ou pour les territoires aussi occupés par l'ennemi. Je ne comprends pas, il faut qu'on nous explique là-dessus, parce que ça crée des confusions là-dessus. Je ne sais pas si moi je comprends mal cet accord ou je n'arrive pas à comprendre. Il faut que le gouvernement nous dise, l'engagement que moi j'ai pris de neutraliser les FDLR, c'est pour les territoires que moi j'occupe. Si c'est pour le territoire que le gouvernement occupe, oui, mais qu'en est-il pour le territoire occupé par l'ennemi? Nous devons être quand même éclairés là-dessus. C'est dans le cadre de collaboration des institutions que nous pouvons, au travers le choc des idées, nous pouvons avoir une idée fixe pour nous dire, voilà, la manière de défendre la République, au lieu que vous venez, vous nous présentez, non, donnez-nous en fait le 15 jours, parce que nous devons aller faire face à l'ennemi, nous devons le bouter dehors, alors que vous négociez avec le même ennemi. Et vous ne nous présentez pas la situation au total, de manière globale. Ce n'est pas quand même correct et exact de collaborer une manière de collaborer entre les institutions de la République. C'est pourquoi je voudrais que, comme le ministre est là, qu'ils nous disent les engagements qu'ils ont pris de l'autre côté. Ils ont pris l'engagement de neutraliser les FDLR dans les territoires sous notre contrôle, y compris aussi dans les territoires occupés par l'ennemi. Alors, s'il en est ainsi, qu'ils nous disent les mécanismes qu'ils ont pris en compte pour le faire face. Parce que le Rwanda était ici chez nous. La République démocratique du Congo, par sa bonne foi, a demandé au Rwanda de venir ici chez nous pour neutraliser ces gens-là. Ils n'ont pas pu le faire. La MONUSCO était ici au Congo pour neutraliser ces gens-là. Ils n'ont pas pu le faire. Moi, je ne sais pas si on comprend la portée de la question. Hein? Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je ne comprends pas quand je réfléchis sur ça. Donc, pour moi, je souhaite à ce qu'il y ait un débat là-dessus avec la Première ministre qui est chef du gouvernement responsable et redevable de notre Chambre. Je dis, Monsieur le Président. Oui, merci, honorable sénateur. La parole est à l'honorable Kasereka. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président,
à l'instauration de ce régime de l'état de siège, tous les peuples congolais étaient très contents, et surtout nous de l'Est, parce qu'on se disait c'est la fin de la guerre, c'est la fin des violations des droits de l'homme, c'est la fin des kidnappings et des tueries d'ici et là. Et le peuple s'est engagé à soutenir cette mesure. 3 ans après, honorable président, il y a quand même des situations qui ont eu lieu sur le terrain. Je vais vous rappeler qu'à l'instauration de l'état de siège, le M23 n'existait pas encore. Et notre armée devrait se battre contre les groupes armés. À l'appel du chef de l'État pour que tous les peuples congolais combattent l'ennemi qui était devenu le Rwanda avec les M23, tous les jeunes gens, notamment les groupes armés qui sont devenus des Wazalendo, se sont rangés derrière les FARDC. Voilà la situation qui est évaluée sur le terrain et qui demande une évaluation. Le chef de l'État comprend bien la situation. Parce que je me rappelle bien, au dernier conseil des ministres, il a instruit la première ministre pour qu'elle fasse une évaluation urgente sur les mesures qui étaient prises il y a une année pour essayer de réduire la pression que l'état de siège mettait sur la population. Maintenant, je ne comprends pas comment le gouvernement ici, en venant nous présenter ce projet de loi, en se référant bien entendu à la recommandation de la plénière du 20 septembre, qu'il fallait procéder d'abord à une évaluation. Mais dans sa présentation, c'est venu comme si ce n'est pas une priorité. Le ministre dit, on va rassurer vous, nous allons le faire, mais au moment opportun. Quel est le moment opportun pour le gouvernement dans une situation d'urgence, d'état de siège? Il faut que le ministre nous le dise, honorable président. Je le dis, je vous remercie. Merci, honorable Kasereka. Je voudrais quand même mentionner ici l'attention de l'honorable Lingepo, parce qu'il a parlé des traités et des accords soumis à ratification, qui a aussi une procédure là-dessus, ça veut dire une adoption formelle et une discussion au Conseil des ministres avant de le transmettre au Parlement pour discussion. C'est juste un petit détail que je donne. Et le collègue Kasereka étant le dernier qui est intervenu, je redonne la parole au vice-ministre de la Justice pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, excellent sage de la République, je voudrais d'abord vous remercier pour la pertinence de vos observations et remarques que j'ai noté avec l'engagement de les transmettre in extenso au gouvernement. En réaction à vos observations, c'est-à-dire celles exprimées par la voix des honorables sénateurs Lingepo et Kasereka, j'ai réagi en 2 points. Le premier point consiste à dire que j'ai eu l'honneur de vous présenter un projet de texte. À partir du moment où je vous l'ai présenté, ce texte devient vôtre. C'est-à-dire qu'il entre dans la procédure parlementaire. À vous de voir ce que vous allez en faire en suivant l'intime conviction
de chaque membre de la Chambre des sages. Deuxième point de ma réaction, je voudrais dire, en fait rappeler ce que j'ai dit cet avant-midi à l'Assemblée nationale, que l'état de siège est une mesure, c'est une institution prévue dans la Constitution pour faire face à une certaine situation. Le cas échéant, le président de la République, chef de l'État, avait estimé qu'il était important de décréter l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri face aux atrocités qui y sévissaient et qui y sévissent encore. Maintenant, en tant qu'institution, est-ce que le problème, c'est l'état de siège ou sa mise en œuvre? Je dirais, le problème, ce n'est pas l'état de siège. C'est-à-dire que dans la mise en application de l'état de siège, il peut arriver à travers les informations importantes que vous transmettez au gouvernement, il peut arriver à travers les constats de terrain que vous faites qu'il y ait un facteur qui ne fait pas qu'on arrive au résultat escompté ou encore un maillon dans la chaîne de l'application de l'état de siège qui pose problème. À ce moment-là, il faut agir sur ce facteur-là ou agir sur l'agent qui pose problème. Mais en tant qu'institution, l'état de siège est une mesure qui a produit quelques effets. Au meilleur moment de son fonctionnement, l'état de siège a permis de savoir avec précision le nombre de militaires qui veillent sur nos frontières et qui défendent notre territoire. C'est également à cause de l'état de siège qu'on a pu démasquer les compatriotes qui sont en intelligence avec l'ennemi. Le dernier élément, dans le cadre de cette intervention, mais je ne donne pas une liste exhaustive, le dernier élément que j'aimerais donner et qui est d'actualité, c'est que dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale, lorsqu'un pays demande à la Cour pénale de venir intervenir, voir les infractions, les crimes internationaux qui sont commis sur son territoire, la Cour a une série d'éléments, un critérium qui lui permet de voir si elle peut intervenir ou pas. Et parmi ces éléments-là, il y a ce qu'on appelle les seuils de gravité. Et le seuil de gravité s'obtient à partir de l'attitude même du pays où se passent les exactions. Nous avons été témoins de ce que le magistrat suprême, lorsqu'il a instauré l'état de siège en 2021, c'est l'année qui a suivi qu'il a demandé à la CPI de venir en RDC dans le but d'obtenir les poursuites, d'abord les enquêtes et les poursuites des personnes qui commettent les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Et donc, le fait de décréter l'état d'urgence est un message adressé à la CPI pour dire c'est grave chez nous. Donc, l'état de siège a eu pour effet, finalement, de permettre à la Cour pénale internationale de considérer que les seuils de gravité étaient suffisamment atteints parce que les territoires en question sont sous état de siège. Et voilà pourquoi,
Dernièrement, vous l'avez suivi, à travers son communiqué, le procureur de la CPI a annoncé la réactivation des enquêtes en République démocratique du Congo. Donc, l'état de siège a produit quand même quelques effets, et pour cela, pour cette raison, je me fais le devoir de vous demander de voter pour l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Il y a eu deux questions à travers les interventions des sénateurs que j'ai cités. L'honorable Linguepo a demandé si l'autorisation demandée cette fois-ci va permettre au gouvernement d'aller négocier ou pour bouter hors de notre territoire l'ennemi. Il a aussi proposé que la première ministre soit invitée au Sénat dans le cadre d'une plénière à huis clos pour donner le contenu des accords signés entre la RDC et le Rwanda. Et enfin, il a demandé sur la question de la neutralisation des FDLR, est-ce que la RDC s'est engagée pour les territoires qu'il occupe? J'utilise le verbe occuper entre guillemets, où la RDC signe pour les territoires occupés par l'ennemi. Enfin, il relève que le Rwanda avait été autorisé à faire des incursions sur notre territoire pour poursuivre les FDLR, n'a pas pu les neutraliser, la MONUSCO également. Voilà, par rapport à l'honorable sénateur Linguepo, je remercie l'honorable président du Sénat, parce que ce qu'il a indiqué, c'est bien ça la réponse. La signature des accords, des traités, répond à une procédure. Il y a un moment de négociation, il y a un moment de signature, et puis il y a un moment où le dossier vient en Conseil des ministres, et puis finalement, rien ne peut être mis en œuvre sans l'autorisation de ratification venant du Parlement. C'est peut-être précipiter les choses que de demander, parce qu'à l'heure actuelle, moi ce que je peux dire, c'est que le Parlement interviendra quand ça sera le moment. Question de faire confiance à votre gouvernement qui veille aux intérêts de notre République comme il se doit. Le reste des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais les transmettre au gouvernement. L'honorable Kasereka a parlé de 3 ans depuis que l'état de siège est instauré et que rien n'a changé. Les groupes armés qui existaient avant, certains se sont transformés en Wazalendo et ils demandent à quand l'évaluation. Voilà. Donc, même l'évaluation ou les questions posées par l'honorable sénateur Linguepo, moi, je prends tout ça, je vais transmettre au gouvernement. Nous en restons donc finalement aux 2 éléments que j'ai donnés. Le texte est maintenant vôtre. Et puis, j'ai donné quelques éléments qui peuvent jouer sur votre intime conviction pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit d'une institution. Donc, à travers les remarques, nous pouvons bien faire fonctionner cette mesure, cette institution, jusqu'à la victoire finale. Il n'y a pas un seul front, il y a le front militaire, il y a le front diplomatique, il y a aussi le front
judiciaire internationale. Et tout ça, le Père de la Nation manie avec dextérité et nous allons arriver au résultat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, sage de la République, je vous remercie. Oui, merci, monsieur le ministre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les réponses du membre du gouvernement. Avant de le libérer, je voudrais simplement revenir sur cette préoccupation qui a été soulevée, sur ces instructions données lors des derniers conseils des ministres sur les mesures devant amener une certaine atténuation et donc l'amélioration des conditions de vie dans ces espaces sous état de siège et le besoin de s'y pencher parce que c'est une préoccupation réelle au sein des sénateurs de cet hémicycle. Mais pour l'heure, nous vous remercions, monsieur le vice-ministre, et nous vous prions de bien vouloir prendre congé de notre institution. Merci. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de loi article par article. Nous commençons par l'intitulé. Je demande à l'honorable rapporteur d'en donner lecture. L'intitulé du texte. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vous venez de suivre l'intitulé. Y a-t-il un amendement à cet intitulé? Sinon, nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1er. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 24 octobre 2024, la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement à cet article? Sinon, nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi. Y a-t-il un amendement à cet article? Oui, honorable Kantouma. Oui, merci Président pour la parole. Je sais que cet amendement ne va rien changer, mais c'est quand même un amendement de forme pour la bonne formulation de cet article. Je propose qu'on enlève la conjonction entre antérieur et contraire. Et c'est comme ça que ça se lit. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente loi. La conjonction apporte la lourdeur dans la lecture de l'article. Merci. Merci. Il est vrai qu'on ne va rien changer, mais il fallait quand même qu'on le fasse remarquer, Président. Tout à fait, on va le noter pour que cela soit transmis et échangé avec la Chambre basse, de manière à ce que, lorsque nous traitons ce texte, nous puissions tenir compte
de cet amendement? Voilà, après cette remarque, nous allons adopter l'article 2. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il un amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la partie Est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, le président de la République a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est pas encore totalement rétablie et qu'il y a nécessité impérieuse de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre sans désemparer les opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent l'Est du pays, de notre pays, il importe que la prorogation de l'état de siège soit autorisée pour une nouvelle durée de 15 jours. Telle est l'économie de la présente loi. Y a-t-il des amendements à cet exposé des motifs? Sinon, nous allons l'adopter. Honorable Katouma, est-ce que je ne vous avais pas vu? Merci, Honorable Président. Le 2e paragraphe, heureusement que Madame le rapporteur a bien lu. La paix et la sécurité. Là, il y a un manque de l'article devant le mot sécurité. 3e paragraphe, étant donné, donné est invariable là-bas. Étant donné, première phrase, donné reste au masculin, singulier masculin. 2e phrase, force de défense sans S et de sécurité sans S. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a mis défense au majuscule et sécurité au majuscule. Parce que dans le texte du ministre, c'est bien rendu que dans l'exposé des motifs. C'est quelques remarques de forme, mais je suis sûr que ça ne va rien changer compte tenu du délai qui nous est imparti. Mais c'est quand même des fautes. Merci, Honorable Président. Merci, Honorable. Honorable Luanga. Merci, Honorable Président. Je constate et j'observe que nous avons des textes différents. Par exemple, quand l'Honorable Katouma parlait de la conjonction, dans les textes que nous avons, ça n'existait pas. Et tout ce qu'il est en train de raconter dans les textes que nous avons, ça n'existait pas. Oui, oui, c'est qu'on a des textes, les textes qui ont été circulés sont différents. Merci beaucoup. Honorable Il y Président. a un texte qui porte le parole Ben oui. de l'Honorable Aponta, avec mention du 23 octobre 2024, au coin gauche. C'est le texte que j'ai et tous mes collègues qui sont ici ont le même texte que moi. Honorable rapporteur.
Bon, je disais que c'est le même texte qui a été distribué, donc c'est le même. C'est question peut-être de vérifier. Honorable Président, je porte mes lunettes pour bien voir. J'ai mes lunettes pour bien voir. Mais le texte est là. j'ai mentionné qu'on fait foi du texte qui porte le paraphe de l'honorable rapporteur. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Ouais. Et là. Oui, exactement. C'est celui qui a été distribué. Et on a pris note des remarques qui nous ont été faites. Donc je ne comprends pas comment vous dites que... Oui, allez-y, honorable Wabanga. Merci, honorable président. En fait, nous avons deux textes. Le texte qui comporte de coquilles, c'est celui qui vient de l'Assemblée nationale. Il y a une lettre de transmission. C'est celle qui contient, donc le document qui contient des coquilles. Par contre, celui qui a deux papiers n'a pas de problème. Voilà. Si je peux réagir, il se fait que nous travaillons sur le texte qui nous vient de l'Assemblée. C'est vrai que ce texte-là, c'est le texte qui a été distribué par le ministère de la Justice, si je peux le dire ainsi. Mais le texte sur lequel nous travaillons, c'est celui qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Et c'est celui-là qui comporte des erreurs. Voilà, mais nous avons mentionné que il y aurait une concertation avec la Chambre basse sur ces questions de ces erreurs, en fait, oui, de forme. Voilà, après ces remarques, nous allons adopter l'exposé des motifs. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé des motifs est adopté. Honorables sénateurs et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ce projet de loi ainsi que l'exposé des motifs. Je signale que nous voterons ce texte de loi après l'examen du dernier point à l'ordre du jour. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, conformément à l'article 35 du règlement intérieur, je vais donner résumé de ma mission effectuée récemment à Genève, en Suisse, pour compte de notre institution. Et comme je le disais, conformément aux dispositions de l'article 35, c'est à l'alinéa 1er du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Je voudrais mentionner que j'ai effectué du 13 au 17 octobre 2024 une mission pour participer à la 149e Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire, UIP en sigle, sous le thème « Exploiter la science, la technologie, les innovations pour un avenir plus pacifique et durable ». Et la délégation que j'ai conduite, c'était composée des députés nationaux et des sénateurs, d'entre eux particulièrement l'honorable Tundula et l'honorable Kabongo. Et lors du débat général organisé de plus de 2 jours, les différentes délégations se sont engagées à exploiter la science, la technologie et l'innovation pour faire face aux défis mondiaux urgents qui s'imposent à notre époque, surtout en matière de sécurité, d'environnement, de développement durable et des droits de l'homme. En effet, lorsque celles-ci sont exploitées à bon escient, la science, la technologie et l'innovation constituent l'un des moteurs de transformation structurelle de nos économies.
en vue de leur intégration pour la construction, je voulais dire, d'un monde prospère, plus solidaire et pacifique. Et par ailleurs, la science et la technologie d'innovation offrent à nos États la capacité et les opportunités de coopération mutuellement avantageuses, contribuent également à des richesses pour le bien de l'humanité. En vue de contribuer à la promotion de la science et de la technologie d'innovation, nous avons fait part à l'Assemblée générale de plusieurs initiatives qui ont été prises en République démocratique du Congo, tant au niveau du gouvernement que du Parlement, depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Et pour étayer nos propos, nous avons signalé notamment la création du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'institution du Forum du génie scientifique congolais, organisé désormais chaque année, la conclusion de plusieurs accords de partenariat portant sur la chaîne de valeur des minerais stratégiques, notamment avec la Zambie, et sur la production des batteries électriques, le vote par le Parlement de la République démocratique du Congo lors de la dernière législature de plusieurs textes de loi, notamment le Code du numérique. Nous avons en outre signalé le fait que l'intelligence artificielle requiert pour son développement des minerais stratégiques, tels que le coltan, le nobium, le cuivre, le lithium, le cobalt, et la République en est l'un des plus grands producteurs au monde. Et que, à ce titre, il est important de rappeler notre position sur les questions de paix et de sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, où cette insécurité est aussi alimentée par le pillage et l'exploitation illicite de ces minerais, avec pour conséquence d'avoir des millions de déplacés dans la zone, avec une crise humanitaire majeure. Et que c'est important pour nous qui intervenons dans ces matières de sciences, technologie, d'innovation, que l'on tienne compte de cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons à cet effet voulu porter justement à cette Assemblée une question d'urgence, surtout sur la question humanitaire, pour faire entendre la voix de l'Afrique, indépendamment de tous les problèmes qui sont posés dans le monde du point de vue sécuritaire. Et nous avons fait entendre cette voix pour rester en phase avec la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République sur cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'UIP, qui est cette instance où tous les parlements du monde se rencontrent, demande à ce que la République démocratique du Congo y reste toujours présente et mobilisée pour faire entendre sa voix. Elle a pour coutume de se réunir 2 fois l'an et la prochaine rencontre devrait se faire au mois d'avril. Il serait important que pour les plaidoyers qui sont les nôtres, nous puissions nous assurer de les préparer bien en avance et d'en faire la promotion auprès des autres parlements du monde de manière à obtenir leur accompagnement dans les questions qui sont les nôtres. Nous avons mentionné aussi notre rôle dans ces questions de sciences et de technologie d'innovation sur la question de l'environnement et le besoin d'entendre les pays qui contribuent positivement à l'environnement en termes de compensation sur nos populations qui préservent particulièrement nos forêts, de manière à ce qu'il y ait une compensation qui leur permette de faire face aux difficultés qui sont les leurs, mais surtout d'accéder à une vie meilleure à travers une meilleure éducation et une meilleure santé. Nous avons conclu nos travaux en assurant que nous allions prendre acte des différentes recommandations prises lors de cette Assemblée
et qu'elle sera versée, du moins en tout cas toutes les recommandations qui ont été faites, à notre commission suivi et évaluation, de manière à ce que, au niveau du Sénat, nous restions attentifs sur ces questions qui sont prises dans l'UIP, qui est l'Assemblée Générale des Parlements du monde. Voilà en résumé ce qui a été cette mission. Bien sûr qu'en détail, le document qui a été travaillé au niveau de mon cabinet sera partagé avec les honorables sénateurs que vous êtes. Et je vous remercie pour votre attention. À présent, nous passons au point relatif à la poursuite de la mise en place des commissions permanentes. Les travaux d'équilibrage sur base de l'article 47 du règlement intérieur sont achevés. Je signale que le bureau a renoncé à vous envoyer la composition équilibrée par voie électronique et a saisi la séance de ce jour pour la communiquer. À cet égard, il m'a paru utile d'expliquer d'abord le processus suivi et les difficultés rencontrées. Nous avons regroupé les sénateurs suivant leur formation ou expérience. Nous avions par exemple 33 économistes et apparentés, ayant pour la plupart opté pour la commission ECOFIN. 24 juristes et apparentés, ayant pour la plupart choisi la commission PAG. 9 experts des sciences politiques ou administration, 12 en relations internationales et lettres, 6 en sciences de l'éducation, pédagogie et histoire, 7 en sciences de l'informatique et apparentés et 3 en développement rural. À ce stade, coup de chapeau, beaucoup de disciplines sont présentes parmi nous. De l'autre côté, 9 commissions permanentes à constituer avec 14 sénateurs au maximum et 8 au minimum. Le déséquilibre persistant, nous avons recouru au deuxième choix. Et même là aussi, il était impossible de respecter tous les choix. De plus, chaque commission doit comprendre au moins un membre de chaque domaine. C'est ainsi que certains d'entre nous vont se retrouver dans une commission autre que celle choisie. Néanmoins, il est à noter que plus de 70% des premiers choix ont été respectés. Quoi qu'il en soit, l'impossible nul n'est tenu, dit-on. Nous sommes parlementaires et nous pouvons travailler n'importe où et donner notre contribution dans toutes les commissions qui sont les nôtres. Voilà ce que je tenais à apporter comme éclairage avant de publier la composition retenue par votre bureau. Et sur ce, je demande à la rapporteure de donner lecture de la composition des différentes commissions permanentes. Voici donc la composition des commissions permanentes après équilibrage du bureau du Sénat. Commission politique, administrative, juridique et droits humains. Bahati Lukwebo Modeste. Kabambawa Umba Isabelle. Kalonda Dela Idi Salomon. Kalumba Mwanangongo Justin. Kazadi Kankonde Ivan. Lingepo Molongia Michel. Molonga Michel, merci. Mpanda Kabangu José. Sinango Mwakoli Edi Pascal. Lodi Emongo Jules. Mwamikedi Makani Marcus. Mumbere Machozi Papi. Ce qui fait 11 membres. Commission en relation avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Lumanu Bonasefu Adolphe. Mangukule Mangadima Prosper. Muhanzi Mubembe Eustache.
Mukamba Kadiatanzeba Jonas, Bashebande Manzalo Noela, Ramazani Masudi Kilele, Oumana Bitika Pascal. Ça nous fait 8 membres. Commission économique, financière et de la bonne gouvernance. Aguito Amela Carole, Bokechu Bofili Jean-Paul, Bongonkoy Pancras, Bossio Abosio Claude, Kanimbu Shindani Michel, Katumwa Mukalai Vicky, Lungwana Matumona Jacques, Mbuguje Marembo Anne, Mondonge Bambulu Alexis, Mpechi Woto Bernard, Mukengeshai Kabongo Sylvain, Tshisekedi Kabasele Jean, Vangu Kisongo Babi, Vunabandi Kanamihigo Célestin. Ça nous fait 14 membres. Commission Défense, Sécurité et Frontières. Basengezi Katintima, Bembando Kwa Françoise, Boulakali Moululungania As Aristide, Boussa Bonsobu Willy, Darwezi Mokombe Jean-Pierre, Isengendelo Bokeka Corneille, Kabasele Tubajika Mike, Kalambai Kachobo Jonas, Kanda Kalambai Pierre, Kimbulu Jamba Richard, Pungwe Mbuyu Patrice et Saini Samundengo Joe. Ça nous fait 12 membres. Commission Environnement, Développement durable, Ressources naturelles et Tourisme. Bahati Tito Arlette, Batumoko Afozunde Jean-Pierre, Boboy Mwanela Nadine, Bolenge Boponde Gabriel, Ilunga Kitombolwe Alain, Kabongo Binene Dani, Kunda Mutoki Christian, Machata Kayembe Célestin, Moulumba Kongolo Gérard, Ngindu Bidwaya Cédric, Nkulu Mbouya Hervé et Mouya Mouboyaï Clément. Ça nous fait 12 membres. Commission Infrastructure et Aménagement du Territoire. Et Simba Balou Wabolea Bienvenue. Bagno Debo Daniel. Diaroya Meturola Jansi. Mwabilu Mbayo Mukala Pius. Muntu Abu Lukuna Lwabea Jean. Mutima Sakrini Herman. Ngabani Ngovoli Adonis. Nkole Chimwanga Gaston, Yamba Chibangu Arsène, Ngoïka Sanji Alphonse. Ça nous fait 10 membres. Commission Relations Extérieures. Botema Mboyo Kati, Ekumbo Longulu Moïse, Gebanga Tarangotu Ngutoro Norbert, Mouisha Kassiwa Janvier, Kapenda Kasuka Justin, Lutundula Apala Penapala Christophe, Namasia Bazego Aminata, Ngalamulume Bakakenga Joseph, Nikomba Sabangu Madeleine, Tshisekedi Ilunga Roger, Kalala Wakalala José. Ça nous fait 11 membres. Commission socio-culturelle, genre, famille et enfants. Nkunku Bakulu Pauline, Baseane Nanga, Kayala Ninga Ronabel, Kindolo Lumbu Pascal, Kumbodimo Kababile Anna, Loreto Kadidi Platini, Mongala Pili Gaspard, Muleka Bajikila Florence, Naa Ikamba Simon, Remoyo Saint-Michel, Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, Mwando Katempa Christine. Ça nous fait 12 membres. Et enfin, commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques. Afani Idrissa Mangala,
Babanga Potiolo Anissé, Bamanisa Saïdi Jean, Mbingo Mvula Hubert, Kasereka Katokolio Jean-Marie, Naweji Yav Norbert, Luanga Mukela Faustin, Ngobilambaka Gentini et Idi Tabani Zakaria. Ça nous fait 10. Honorable... Plutôt 9, excusez-moi, 9 membres. Merci. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la composition des commissions permanentes. Et nous vous avons donné plutôt des explications quant à leur mise en place. À ce stade, pouvons-nous prendre acte de ces commissions? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Nous prenons acte de la mise en place de nos commissions permanentes. Je signale que ces commissions permanentes sont incomplètes, sans leur bureau. La prochaine étape, je peux me permettre de terminer, vous allez intervenir. Je signale que ces commissions permanentes sont incomplètes sans leur bureau. La prochaine étape et la dernière sera l'élection des bureaux, laquelle se fera à la lumière des prescrits de l'article 51 de notre règlement intérieur. Ainsi, après consultation des groupes politiques et provinciaux, le bureau fera des propositions afin de parvenir à une représentation provinciale et politique équilibrée au niveau de l'ensemble des différents bureaux. Ainsi, un consensus à ce niveau pourrait permettre que les bureaux des commissions soient installés au cours des prochaines séances. Honorable Kanda. Oui, merci, honorable président, honorable membre du bureau, et chers collègues. Je voulais juste remarquer une chose. Parmi les commissions que nous avons selon l'article 46, je ne sais pas, c'est une omission où on a une phobie. Il n'y a pas une commission dédiée à la science et à la recherche. Vous venez de nous faire ici un exposé sur votre mission à Genève, basé sur la science et l'innovation technologique. Vous avez rapporté le bienfait de ces domaines. Pourquoi nous n'avons pas cette commission ici? Et pourtant, tout en bas, on nous dit, toutefois, le Sénat peut, sur proposition de son bureau, créer d'autres commissions permanentes. N'avons-nous pas ici de scientifiques, des gens qui peuvent animer cette commission? Est-ce que la recherche ne nous intéresse pas? Nous sommes pourvoyeurs, en tout cas, de matières premières que le monde entier utilise. Vous voyez comment ces États qui investissent beaucoup dans la recherche à la scientifique, ils sont prospères. Pourquoi nous ne les faisons pas? Oui, merci, honorable Kanda. Effectivement, nous vous avons donné une lecture des commissions telles qu'elles ont été mises en place sur base de notre règlement intérieur. Et les 9 commissions qui ont été retenues par nous, sénateurs, lorsque nous avons adopté ce règlement d'ordre intérieur. Et ici, c'est une proposition que vous faites, peut-être retenue, pour peut-être modification ultérieure. C'est prise en charge par la société. Oui, à ce stade, c'est prise en charge par la commission socioculturelle, mais lui, sa demande, c'est d'en faire une commission précise. Donc, après, ça pourrait être apprécié par les sénateurs au moment opportun si nous revenons sur le règlement d'ordre intérieur. Moi, c'est ce que je peux vous répondre, mais à ce stade, effectivement, c'est pris en compte par la commission socio-culturelle qui traite des questions de la recherche, de l'éducation, de la santé, de l'emploi aussi, également. Et donc, l'enseignement, donc ça tombe un peu dans les attributions de cette commission-là.
Et donc moi, je prends juste bonne note de cette proposition que vous faites. Je propose. Non, il le fera parce qu'il a déjà proposé. Il pourra, s'il veut, le formaliser. Honorables sénateurs et chers collègues, ayant passé cette étape, à présent, nous revenons au projet de loi relatif à la prorogation de l'état de siège. Nous allons voter l'ensemble du texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. À l'appel de votre nom, vous répondrez à voix audible par oui, non ou abstention. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour le vote. Afani Idrissa Mangala. Oui. Agito Amela Carole. Oui. Aminata Namasia Bazego. Babanga Potiolo Anissé. Bachebande Manzalo Noëlla. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Bahati Lukwebo Modeste. Oui. Bahati Tito Arlette. Bamanisa Saidi Jean. Bagno Debo Daniel. Baseane Nanga Christophe. Basengezi Katintima Norbert. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bemba Ndokwa Françoise. Boboy Mwanela Nadine. Bokechu Bofili Jean-Pierre. Bolenge Bomponde Gabriel. Bongo Nkoi Pancras. Bosio Wabosio Claude. Botema Mboyo Kati. Bulakali Mululungania Aristide. Oui. Boussam Bosobu Willy. Darouezi Mokombe Jean-Pierre. Diaboya Neturola Jansi. Oui. Ekumbo Longulu Moïse. Esimba Baluabolea Bienvenue. Gebanga Tarangutoro Norbert. Idi Tabani Zakaria. Ilunga Kitombolwe Alain. Isengendelo Bokeka Corneille. Kabamba Waumba Isabelle. Kabasele Tubajika Mike. Kabila Kabange Joseph. Kabongo Binene Dani. Kalala Wakalala José. Kalambai Kachiobo Jonas. Kalonda Dela Idi Salomon. Kalumba Mwanangongo Justin. Kanda Kalambai Pierre. Kanimbu Shindani Michel. Kapenda Kasuku Justin. Kasereka Katokolio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Viki. Kayala Ninga Renabel. Kazadi Kankonde Ivan. Kimbulu Jamba Richard. Kindwelo Lumbu Pascal. Kumbodimo Kababile Anna. Kunda Mutoki Christian. Lingepo Molonga Michel. Lodi Emongo Jules. Luanga Mukela Faustin. Lureto Kididi Platini. Lumanu Mulenda Bonansefu Adolphe. Lungwana Matumona Jacques. Lutundula Apala Penapala Christophe. Mangukule Mangadima Prosper. Machata Kayembe Célestin. Mbingo Mvula Hubert. Oui. Mbuguje Marembo Anne. Mondonge Bambulu Alexis. Monganga Pili Gaspard. Mpanda Kabangu José. Mpechi Woto Bernard. Mwabilu Mbayu Mukala Pius. Muhanzi Mubembe Eustache. Mukamba Kadiata Nzeba Jonas. Mukengeshai Kabongo Sylvain. Muleka Bajikila Florence. Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard. Mumbere Machozi Papi. Muntu wa Lukuna Lwabeya Jean. Mutima Sakrini Herman. Muya Muboyai Clément. Mwamikedi Makani Marcus.
Mwando Katempa Christine, Mwisha Kasiwa Janvier, Na Ikamba Simon, Naweji Yav Norbert, Ngalamulume Bakakenga Joseph, Ngambani Ngovoli Adonis, Ngindu Bidwaya Cédric, Ngobilambaka Gentini, Ngoika Sanji Alphonse, Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, oui. Nikomba Sabangu Madeleine, Nkole Chimwanga Gaston, Oui. Nkulu Mbuya Hervé, Nkunku Bakulu Pauline, Omana Bitika Pascal, Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice, Ramazani Masudi Kilele, Remo Yosa Michel, Saini Samundengo Joe, Sama Lukonde Kienge Jean-Michel. Oui. Sinango Ngwakoli Edi Pascal. Oui. Tshisekedi Ilunga Roger. Tshisekedi Kabasele Jean. Vangu Kintsongo Babi. Vunabandi Kanamihigo Célestin. Yamba Chibangu Arsène. Oui. Voilà, nous attendons les résultats du vote. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Je profite pour faire un rappel, celui de demander aux groupes provinciaux qui n'ont pas encore déposé leur rapport de vacances parlementaires de bien vouloir le faire. Et sur ce, tout en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne soirée, que Dieu vous garde. La séance est suspendue.